Pour être très honnête, la semaine dernière, lorsque j'ai dit que je cherchais des arguments de ceux qui seraient contre le cloud gaming / computing, je pensais que j'allais prendre des heures, voire des jours à tout répertorier. Alors qu'en fait, en les cherchant partout dans tous les commentaires de sites de news ou de vidéos YouTube sur le sujet du cloud gaming, et en les regroupant, je suis surpris qu'en fait, là où on râle le plus, c'est surtout pour si peu. Du moins par sujet de cloud, je cherchais surtout autour d'un seul service, Stadia. Car oui, si on y réfléchit, c'est seulement depuis que Google a présenté son service qui n'est pas encore sorti, que la masse de monde s'est mis à brailler sur cette technologie pas si nouvelle que ça. Et non, Google n'a rien inventé. Le cloud gaming / computing, ça existe depuis pas mal de temps, et jusqu'à cette année, personne criait réellement gare à cette innovation, ce qui a permis à certains de réussir là où d'autres ont échoué. Car oui, le cloud gaming / computing, ça marche, et ça marche même très bien. Le tout dans le seul secret de ceux qui l'ont adopté et qui continuent de grandir. En fait, j'ai surtout l'impression que Google, de fait que c'est une grosse entreprise mondiale, a levé le voile sur cette technologie dont la communauté grandit petit à petit, faisant crier au scandale ceux qui ne l'ont pas encore essayé. Mais de quoi se plaignent-ils exactement? Et bien là où il y a le plus d'arguments qui ressortent contre le cloud gaming / computing, c'est le débit nécessaire pour l'utiliser. Car oui, pour beaucoup, il faut absolument la fibre pour pouvoir profiter de ces services. Alors, ayant utilisé et utilisant toujours la bêta fermée du Nvidia GeForce Now depuis belle lurette, comment vous dire? Le débit recommandé est bien plus bas que cela. Comme je l'ai dit dans une vidéo parlant du cloud gaming / computing, le minimum recommandé parmi tous les services disponibles que j'ai pu constater était de 15 mégabits par seconde. Et puis, d'expérience dans le GeForce Now, dans mon ancien logement qui n'allait pas au-delà de 25 mégabits par seconde, je pouvais jouer en 1080p 120 fps sans aucun problème. En tient d'ailleurs comme preuve la rediffusion du live sur Quake Champions que j'ai fait quand j'habitais là-bas via GeForce Now. Et le tout sans aucune latence, à l'inverse des mauvaises langues. Là où je peux peut-être comprendre le fait que la connexion soit un problème pour utiliser le cloud quelque chose, c'est qu'en Europe, 15 mégabits par seconde, alors que c'est pas énorme comme vitesse en soi, et étrangement peu de monde l'aurait. Du moins si on croit les multiples témoignages de connexion envers les non-cloud gaming / computing. Et là, j'aimerais vous demander, en quoi c'est la faute du cloud gaming / computing? Parce que si on regarde bien par rapport au reste du monde au niveau débit minimum possible, on constate que ces fameux 15 mégabits par seconde correspondent à la majorité des États-Uniens, à l'inverse de notre continent européen qui est très en retard là-dessus. Et je parle même pas de l'écart avec les Japonais. Et oui, s'il faut tirer la sonnette d'alarme là-dessus, c'est envers ceux qui ont la responsabilité de faire les travaux sur les réseaux territoriaux. En clair, c'est pas les services de cloud gaming / computing. En effet, ils proposent un service dont on a accès via internet. Mais ils n'installent pas les câbles qui nous permettent d'avoir internet. Ça, c'est plus la responsabilité de nos collectivités locaux. Donc pourquoi brailler vers les mauvaises personnes? Tournez-vous vers le gouvernement, c'est à cause d'eux que l'on n'arrive pas à jouer en ligne correctement. Une des autres arguments des anti-cloud gaming / computing, c'est... Alors en 2019, permettez-moi d'être surpris par ça. La dématérialisation. Oui, alors que ça fait des lustres que la dématérialisation est bien implémentée dans le marché au point que les consoles s'y sont aussi mises, il existe encore des exécutifs rétrogrades préférant acheter des boîtes physiques remplissant leur étagère au point qu'au bout d'un moment ils prennent forcément la poussière. Parce que soyons clairs, au bout d'un moment on va vite changer de jeu pour un autre, voire même de console. À part à quelques occasions où on va dépoussiérer par nostalgie, je verrais mal qu'on puisse continuer de rejouer au même jeu à vie. Et puis avec l'accumulation de boîtes au bout d'un moment, arrive le sacrifice pour faire place à un nouveau jeu ou nouvelle console. Là où le dématérialisé nous permet de garder tous nos jeux dans notre bibliothèque. Il y a juste installer ou réinstaller le jeu. Après, je dis pas que je suis contre le format physique, bien au contraire. Mais vouloir se forcer uniquement au physique, et le tout dans un petit appart, je vois pas comment ça pourrait être possible de faire tout un stock. Mais à part l'amour propre envers le toucher de la matière, les réfractaires au démat ont aussi le sentiment de perdre la propriété du jeu. Et là-dessus, j'avais pensé à en faire une vidéo montage à ce sujet, qui va d'ailleurs faire trembler les pros physiques, car elle va révéler une chose insoupçonnée sur leur propriété. Bon, mis à part la connexion nécessaire et le fait que tout est dématérialisé, il reste une question dont la réponse reste dubitative.
l'environnement. J'ai remarqué que certains commentaires sur le cloud gaming / computing revenaient souvent sur la consommation d'énergie des data centers, alors qu'on n'utilise pas les data centers d'un cloud gaming / computing au même titre que l'on utilise pour stocker des données, voir des vidéos, jouer en ligne, etc. Alors oui, la consommation énergétique des data centers sont énormes, mais nous, joueurs, sommes-nous vraiment bien placés pour donner la leçon de morale? Parce que si je crois bien les dernières statistiques mondiales, on est plus de 2 milliards de joueurs dans le monde, et je parie que la majorité d'entre eux ont une console. De ce fait, avec une console qui consomme dans les 80 watts, et bien en faisant un rapide calcul, on aurait déjà consommé bien plus d'énergie que les data centers. Bon, bien entendu, il faut partir du principe que absolument tous les 2 milliards auraient une console et qui joueraient en même temps, quel que soit le décalage horaire. Mais la question du côté console est quand même à poser. Comment peut-on vraiment être sûr à 100% voire au-delà, même si mathématiquement on peut pas dépasser les 100%, que le cloud gaming / computing peut beaucoup plus que le support actuel auquel on joue? Donc, si j'en conclus la réponse à cette fameuse question, pourquoi tout le monde déteste le cloud gaming / computing? Pour moi, il y a 3 réponses possibles. Premièrement, comme on l'a vu avec la connexion et l'environnement, on est moins informé sur la technologie et donc on base nos avis soit sur des expériences personnelles, soit sur certains faits scientifiques sans en prendre la totalité. Et donc, on a tendance à souvent dire n'importe quoi ou accuser à tort celui qui n'est pas responsable du problème. Deuxièmement, on est un rétrograde, on préfère garder tout en boîte, quitte à ne plus avoir d'espace vital, passant à côté de jeux qui restent en thématique, ou si on fait le lien avec ce qu'on avait dit avec l'environnement, possiblement polluer encore plus sans le savoir. Troisièmement et dernièrement, peut-être que c'est la minorité qui crie le plus, car oui, après tout, on est sur internet. Quand on voit beaucoup crier aux abois sur un sujet, on peut pas savoir s'il s'agit réellement d'avis majoritaire ou s'il s'agit d'une minorité bavard face à une majorité silencieuse. Après tout, on entend beaucoup parler de platistes alors qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Et franchement, à cette majorité silencieuse, même s'il est vrai que c'est très difficile d'imposer son avis, rien nous empêche de le faire quand même. Donc allez-y, n'hésitez pas à prendre la parole et dire au monde d'internet ce qui vous hype dans le cloud gaming / computing. D'ailleurs, que vous aimez ou non le cloud gaming / computing, que cette vidéo à titre d'avis subjectif vous ait convaincu ou non, rien ne vous empêche d'aimer la vidéo, la partager, la commenter, de vous abonner à la chaîne et d'être notifié des prochaines vidéos de la chaîne, que ce soit les vidéos montage ou les vidéos de gameplay, voire même de possibles lives sauvages qui pourraient apparaître. Surtout depuis que je me suis récemment installé à la fibre. Sur ce, je vous laisse.